Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Il y a aussi plein de gens à distance. Donc, merci à ceux qui sont là à distance également. Donc, vous êtes à la deuxième ouais, conférence du club Mine Alumni Intelligence Artificielle, Maya. Donc, déjà, vous pouvez, si vous voulez avoir l'information sur les suivantes, vous pouvez rejoindre le groupe. Comme ça, vous recevrez les mails et tout ça. Ce n'est pas du tout une pâle copie de XAI, mais ça peut ressembler à une pâle copie de XAI et on va innover. Donc pour cette deuxième conférence, on a le plaisir d'avoir Okin et Biooptimus qui sont là avec Jean-Philippe Vert et Rémi Dubois. C'est ça. J'ai vu que Jean-Philippe, tu te présentais dans tes slides. Rémi, je vais te laisser te présenter aussi. En tout cas, on est ravis de les avoir. On va parler biologie et IA. Hawkins commence à être une boîte, c'est toujours une startup, mais ça commence à être une boîte un peu. Puisque tu l'as rejoint en sortie d'école, si je te présente quand même. Et puis Biooptimus qui est un peu plus jeune, mais qui voilà, il travaille sur des projets similaires, qui est une sorte de spin-off d'Hawkins. Donc on va avoir toutes ces infos-là. On vous invite à garder les questions pour la fin et à les poser dans le chat pour ceux qui sont à distance. Et on fera circuler un micro, comme ça tout le monde entendra bien. Et puis voilà, donc on part sur une présentation de Rémi, puis une présentation de Jean-Philippe, et puis après les questions. Voilà, et cocktail au carreau juste après, pour ceux qui savent où c'est ou l'idée des autres. OK? Voilà, ben merci à tous les deux. Euh, Super, bonsoir, bonsoir à tous. Merci à l'équipe organisatrice de la conférence. Je suis super content de revenir au Mines, c'est la première fois que je fais ça. Je suis super content de voir les nouveaux amphis, super chouette. Bon, merci du coup. Et bravo à vous, je pense que c'est bien comme initiative d'essayer de fédérer les alumni autour de sujets d'actualité, on va dire. Donc moi, je m'appelle Rémi Dubois, je suis P14, je suis sorti des mines en 2018. Et tout de suite après, j'ai rejoint Hawkin, donc ça fait un peu longtemps que je suis à Hawkin. Je pense que quand je suis sorti des mines, je pensais pas y rester aussi longtemps, mais voilà. Et effectivement, quand j'ai rejoint Hawkin, c'était une entreprise plutôt plus petite, à savoir une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, Hawkin, c'est à peu près 350 employés. Donc je suis désolé, mes diapos sont en anglais, mais voilà, je vais parler en français. Et puis, n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Je serais content d'y répondre. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, juste pour info, moi aujourd'hui, je suis manager de l'équipe de data scientists qui travaille sur ces produits médicaux. Donc, c'est une équipe de 7 data scientists. Il n'y a pas de mineurs, quoique il y a peut-être des personnes quand même qui ont fait leur thèse aux mines. Mais voilà, donc c'est une équipe pas très grande à l'échelle d'Okin, mais 7 personnes, ça fait quand même pas mal de monde pour faire des modèles d'IA. Donc, juste, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Est-ce que j'arrive pas à changer mes slides? Ok, c'est bon, je l'ai. Je sais pas ce qui s'est passé, désolé. Voilà, c'est bon. Donc voilà, du coup, comme je le disais, Hawkin a été fondé en 2016 par deux personnes, donc Thomas et Gilles. Aujourd'hui, Gilles, il a plus de rôle exécutif dans Hawkin, il est scientific advisor. La vision d'Hawkin depuis toujours, ça a été d'appliquer des modèles d'IA dans la vision un peu long terme de développer la médecine de précision. La médecine de précision, c'est un mot un peu valise, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on cherche à développer des traitements qui sont très adaptés à la biologie des personnes. Donc je vais donner quelques exemples dans la présentation. Historiquement, Hawkin a travaillé sur beaucoup de types de données médicales différentes. Moi, je vais surtout parler d'histologie aujourd'hui. Donc, je vais définir ça par la suite. Et voilà, comme je disais, Hawkin, c'est 350 personnes, essentiellement pour tout ce qui est de la R&D à Paris. Voilà, il y a eu des grosses levées de fonds qui ont mené Hawkin à être une licorne en 2021. Et voilà, beaucoup de publications. C'est une bonne métrique pour définir, ou en tout cas décrire l'activité d'Hawkin au cours des dernières années. Voilà, j'en présente quelques-unes ici très rapidement. Donc ça, c'est que des publications d'histologie. Vous avez une liste un peu là de quelques journaux dans lesquels on a publié. L'histoire des percentiles. En fait, je pense que c'est les percentiles d'impact factor des journaux. C'est comme ça qu'on mesure à quel point un journal est prestigieux ou pas. Voilà, c'est sujet à caution, mais c'est un petit peu comme ça qu'on mesure dans le milieu de la recherche. Et donc, toutes ces... Ah, ok, il y a un petit bug. Désolé. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Ok, alors, c'est ça? Non, Désolé. pas de souci. Comme tes co-hôtes, Ok. ils te montrent les notifs et je voulais essayer de l'enlever, mais je me suis planté. Ah, ok, je repartage mon écran. Ouais, pardon, vas-y.
Donc, je pense que c'est celui-là. Je pensais pas que ça allait te virer. Et pardon. Ok. Nous revoilà. Nous revoilà. Du coup, le sujet de la présentation, c'est comment est-ce qu'à Hawking, on construit des modèles en utilisant l'intelligence artificielle pour toujours servir la médecine de précision. Alors, j'ai dit que je parlerai beaucoup d'histologie, je n'ai pas encore présenté ce que c'est. L'histologie, c'est, ou ça s'appelle aussi l'anatomopathologie. En fait, ça veut dire l'étude des tissus. Et donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est exactement le genre de données avec lequel moi, je travaille un peu tous les jours et toute mon équipe travaille tous les jours. C'est en fait un morceau une tranche de tissu humain. Donc là, ce qu'on regarde, c'est un morceau de tissu qui a été prélevé sur un patient, qui contient plein de petites cellules. Ce que vous regardez là, ça fait environ quelques centimètres de côté. Ça fait 2 à 5 centimètres parfois. Ça peut être beaucoup moins que ça aussi. Sur lequel vous allez, dans ce cas précis, je sais pas, de l'ordre de la centaine de milliers ou peut-être du million de cellules. Et donc, vous avez des petits zooms à droite et à gauche qui vous présentent un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble exactement. Et l'objectif de mon équipe, en fait, ça va être d'essayer d'utiliser ces données, donc les données d'histologie, pour faire de la médecine de précision. Et donc, pourquoi est-ce que ces données, elles sont intéressantes? Je ne l'ai pas encore dit, mais à Hawking, on travaille essentiellement sur de l'oncologie, pas que, mais essentiellement. Parce qu'en oncologie, bien souvent, on va dire, dans tout les hôpitaux de France, la première chose qu'on va vous faire, c'est qu'on va chercher à établir un diagnostic. Et donc, le diagnostic, ça veut dire mettre une étiquette sur l'état du patient, donc notamment est-ce que c'est un cancer ou pas. Il faut savoir un truc, c'est que c'est pas dès lors qu'on a une cellule cancéreuse qu'on a un cancer. Il est vraisemblable qu'en vous, vous ayez actuellement des cellules cancéreuses. Votre système immunitaire arrive à les gérer correctement. Ça devient un cancer quand il y a tout un tas de caractéristiques sur les cellules cancéreuses, et donc ça peut être de la prolifération, de l'infiltration, etc. Et donc, du coup, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir un médecin, donc un anatomopathologiste, un spécialiste qui va regarder les cellules et qui va tirer une série de conclusions. Et donc, ces données-là, tout ce que je viens de décrire, on appelle ça des données de routine. Ça veut dire que c'est des données qui sont faites systématiquement. Ça veut dire à chaque diagnostic, donc à chaque fois qu'on va chercher à traiter quelqu'un ou savoir même si quelqu'un a un cancer ou non, on va générer ces données-là. Aujourd'hui, c'est des données qui ne sont pas utilisées de beaucoup d'autres façons que ce que je viens de décrire. En pratique, c'est des données qui contiennent beaucoup plus d'informations que juste est-ce qu'il y a un cancer ou pas. Et donc, le type d'information qu'on peut tirer de ce genre de données, c'est un petit peu ce que je décris ici. Donc, vous avez le premier cas à gauche qui est la détection de tumeurs. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai décrit juste avant. On va dire c'est l'usage primaire. Ensuite, le deuxième usage, ça va être français, ça donnerait la gradation ou l'évaluation de la tumeur. On va chercher typiquement à évaluer l'agressivité de la tumeur. Donc, typiquement, une tumeur très agressive, on va suivre le patient avec un petit peu plus de finesse, on va être voilà, un petit peu plus prudent sur les traitements qu'on lui administre et surtout sur la suite à donner à son traitement. Et puis le dernier cas d'usage que vous voyez, ça c'est un type d'image d'histologie qui est un petit peu particulier, ça s'appelle de l'immunohistochimie. En fait, on va chercher à suivre dans les cellules une protéine en particulier. L'immunohistochimie, c'est par exemple ce qui va servir à mettre en avant une déficience d'une certaine protéine. Et donc ça va être un peu les 3 cas qui sont aujourd'hui gérés, pas forcément dans des hôpitaux, et en fait même plutôt dans des laboratoires privés. Les laboratoires privés, ça va typiquement être les laboratoires que vous êtes allés voir pendant le Covid pour vous faire tester. Les laboratoires, par exemple, Cerba. Cerba, donc il y a une filiale qui s'appelle Cerbapat, qui fait de l'anatomopathologie et qui va faire exactement tous les gestes que vous voyez ici. Donc c'est des gestes qui sont remboursés par la Sécu. Ensuite facturer à la Sécu. En fait, les hôpitaux vont tout simplement missionner des labos privés sur ce genre d'actes. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que les laboratoires ou les hôpitaux publics n'ont pas nécessairement tout simplement pour des raisons de volume de patients qui traitent la justification pour avoir les moyens pour traiter ça. Par exemple, ce que vous voyez à droite, l'immunohistochimie, c'est vraiment de la biologie moléculaire, c'est assez compliqué, c'est des spécialistes des spécialités qui sont assez pointues. Donc, on ne peut pas nécessairement avoir ça dans tous les hôpitaux de France, et donc les hôpitaux qui ne l'ont pas vont sous-traiter ça à des laboratoires privés. Un autre type d'information que nous, on va chercher à tirer à Hawking et qui typiquement va ressembler à de l'enrichissement, à savoir c'est aujourd'hui une information qui n'est pas nécessairement tirée des lames d'histologie. Nous, ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'autres choses, par exemple de la prédiction de mutation, de la prédiction d'outcomes, donc ça pourrait être de la survie ou d'évolution de la maladie, voire même de la réponse à certains traitements. La réponse à certains traitements, ça peut être super intéressant, on peut essayer de chercher à savoir à l'avance, est-ce qu'il y a une raison ou non de donner un traitement à quelqu'un? La réponse pourrait être non, ce qui est très intéressant dans le cas d'un traitement qui a des effets secondaires lourds, par exemple la chimiothérapie, ce genre de choses. Et donc, il faut voir que ces 3 informations, on va mettre ça dans une espèce de grosse boîte de caractéristiques, on va appeler ça des biomarqueurs. Un biomarqueur, c'est un mot très généraliste, mais qui en fait veut dire une information biologique qu'on va tirer d'une source de données. Et typiquement, une information mutationnelle, ça pourrait être, dans le cas du cancer du sein, la mutation du gène BRCA qui va quasi systématiquement transformer le cancer du sein en un cancer héréditaire.
Donc ça, c'est une information qui est très intéressante, puisque dès lors qu'on se rend compte que quelqu'un, bon, majoritairement la femme, le cancer du sein chez les hommes, je crois que c'est quand même 1% des cas, donc c'est pas rien, mais majoritairement les femmes, en fait, si le gène BRCA est muté, on va tout de suite en fait, aller dépister les membres de la famille, parce que ça veut dire que le cancer est héréditaire. Là, j'ai un petit peu décrit un cas voilà, de biomarqueurs, c'est ce que j'ai dit. Donc, on va distinguer les biomarqueurs qui sont prédictifs de ceux qui sont pronostiques. Typiquement, un biomarqueur pronostique, ça va être, on va chercher à estimer on va dire, c'est pas très gai, mais la durée de survie d'un patient à un instant donné. Ça va permettre, en fait, encore une fois, d'avoir des informations sur quel traitement donner à la personne à un instant donné. Et tout ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qui rentre un peu dans cette grande case de médecine de précision, à savoir essayer d'avoir plus d'informations sur le patient que ce qu'on avait, disons, il y a 20 ans, pour lui donner des traitements plus adaptés. Ça, c'est une slide qui fait un petit peu peur, avec plein d'anagrammes que moi-même, je ne comprends pas. Mais en fait, ce qu'il faut tirer de cette diapo, plutôt, c'est l'information qu'au fur et à mesure des années, donc le graphique de gauche, il est intéressant, c'est au fur et à mesure des années, donc en bas, en abscisse, vous avez les années de 95 à 2014, la liste de tous les biomarqueurs qui ont été utilisés pour faire des essais cliniques. Un essai clinique, c'est ce qui est utilisé, ce qui est fait simplement pour savoir si un traitement fonctionne ou non. Ce que vous voyez, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et donc, ce que ça veut dire, ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, pour recevoir un traitement, les conditions pour recevoir ce traitement sont de plus en plus complexes et de plus en plus draconiennes. Donc, c'est toujours dans cette idée de médecine de précision. En pratique, pour savoir si on peut bénéficier d'un traitement ou non, ça veut dire qu'il y a une sorte de checklist que le médecin traitant, l'oncologue, l'anatomopathologiste va devoir cocher ou non pour décider du traitement à donner. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le nombre d'actes et de gestes à faire à l'hôpital ou dans les labos privés par les spécialistes est en fait de plus en plus lourd et de plus en plus nombreux et coûte de plus en plus cher. Et donc, je donne ici un exemple de biomarqueur, quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé à Hawking, qui est l'instabilité microsatellitaire. L'instabilité microsatellitaire, c'est quelque chose de très simple. C'est en fait, dans toutes vos cellules, à chaque fois qu'il y a une réplication cellulaire, il va y avoir des erreurs de copie de l'ADN. Ce n'est pas du tout dramatique, ça arrive tout le temps à quasiment chaque division cellulaire. En fait, vous avez dans chacune de vos cellules des protéines qui vont réparer toutes ces petites copies, ces petites erreurs de copie. Donc, en temps normal, pour la majorité des gens, ça ne pose aucun problème. Malheureusement, pour certaines personnes qui ne sont pas très chanceuses, il y a ce qui s'appelle cette instabilité microsatellitaire, qui est en fait très précisément la déficience de cette protéine qui vient réparer les copies. Et donc, pour les gens qui n'ont pas cette protéine fonctionnelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les copies. Ça veut dire qu'il y a des conséquences, on va dire, un peu long terme qui vont impliquer ou qui vont impacter la tumeur et l'évolution du cancer. Mais surtout, ce que ça veut dire, et c'est là où ça rentre dans le domaine de la médecine de précision, c'est qu'en fait, vous pouvez bénéficier de certains traitements. Ce que vous voyez à droite, c'est une courbe d'essai clinique. Ça se lit de manière très simple. Et encore une fois, ce n'est pas très gai, mais en abscisse, vous avez le nombre de mois depuis le suivi. Et en ordonnée, vous avez le taux de survie. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, la courbe soit à 100%. Elle n'y est pas du tout. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, on va comparer deux courbes. On va comparer la courbe des personnes qui ont reçu un traitement, donc la courbe bleue, par exemple, et la courbe rouge. Donc, c'est deux traitements différents. La courbe rouge, par exemple, c'est la chimiothérapie. Chimiothérapie, c'est très lourd. Il y a énormément d'effets secondaires. On a envie d'éviter ça le plus possible. Et la courbe bleue, c'est un médicament qui s'appelle le pembrolizumab, qui est développé par Merck, le laboratoire pharmaceutique Merck. Et en fait, la conclusion à lire de cette courbe, elle est très simple, c'est qu'il y a une courbe qui est au-dessus de l'autre, donc on a plutôt envie de donner le médicament associé à la courbe bleue plutôt que le médicament associé à la courbe rouge quand on peut. Et du coup, toute la question, c'est est-ce qu'on peut? Et la question, c'est oui, et la réponse, c'est oui, on peut, quand la personne ou le patient présente ce biomarqueur qui est l'instabilité microsatellitaire. Et c'est là où on en vient à un premier produit qui est développé à Hawking, qui est le diagnostic du coup de ce phénotype, enfin c'est même un génotype en fait, de ce biomarqueur MSI, donc l'instabilité microsatellitaire. MSI, c'est Microsatellite Instability en anglais, qu'on qualifie donc d'outil de pré-screening. C'est ce qu'on va faire typiquement dans les hôpitaux ou dans les laboratoires privés pour essayer de savoir quelle est la probabilité que la personne ait ce phénotype ou ait ce biomarqueur, donc l'instabilité microsatellitaire. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est fait dans les laboratoires privés ou les hôpitaux? Il y a deux manières de faire. Souvent, c'est deux manières en plus qui sont complémentaires. La première manière de faire, c'est la PCR. C'est la même PCR que ce que vous faisiez pendant le Covid. En fait, on va chercher à identifier la présence ou non d'une protéine. La deuxième manière de faire, ça s'appelle l'IHC. C'est ce que je présentais avant. C'est l'immunohistochimie, où là, cette fois-ci, on va traquer plusieurs protéines en parallèle. C'est exactement le cas de figure que je présentais dans l'introduction, à savoir ça, c'est de la biologie moléculaire. C'est compliqué. Il faut tout un tas de réactifs chimiques, il faut tout un tas de conditions de laboratoire, il faut des experts. Et donc, en fait, tous les laboratoires ne peuvent pas le faire. Donc, en pratique, ce qui se passe quand vous avez besoin de faire ce test, c'est qu'il y a des camionnettes réfrigérées qui sillonnent la France, qui tous les matins vont dans les hôpitaux, récupérer les morceaux de tissu comme ceux que j'ai présentés juste avant, conduire le morceau de tissu dans leur camionnette réfrigérée jusqu'à leur labo, faire leur test, en mettre ça en fait dans une grande file d'attente avant laquelle il y a beaucoup de tests avant le vôtre,
faire votre test et puis ensuite renvoyer les résultats à l'hôpital. Ensuite, vous allez recevoir les résultats. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Il y a plein de trucs super drôles sur cette organisation, notamment c'est très géographique parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de logistique. Mais voilà, en gros, c'est des labos privés qui vont souvent faire ces actes. Nous, ce qu'on essaie de faire avec l'outil qu'on a développé et qu'on a marqué CE, donc marqué CE, c'est le tampon qu'on a au niveau européen pour vendre des dispositifs médicaux. En fait, c'est de faire un peu toute cette étape, de remplacer toute cette étape de biologie moléculaire avec un modèle qui va regarder ces images-là et qui va essayer de donner une étiquette positive ou négative, à savoir est-ce que l'instabilité, enfin est-ce que le microsatellite est stable ou instable, ou les microsatellites plutôt sont stables ou instables. Donc en gros, un label oui ou non, c'est de la classification binaire pour ceux qui voilà, c'est très simple, hein, c'est quand même un cas d'usage assez basique de l'IA, mais c'est comme ça qu'on fait et ça marche assez bien. Et donc là, vous avez tout un tas de performances. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous proposez quelque chose pour un marquage européen et ensuite le déploiement d'un outil dans les hôpitaux ou les cliniques, euh, la notion de la performance est extrêmement vague. Il n'y a absolument personne qui va vous dire à partir de temps, vous pouvez marcher dans les hôpitaux et en dessous, vous ne pouvez pas. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est déclaratif, c'est-à-dire que vous le faites, vous dites voilà, j'ai tant de performance, je pense que c'est suffisant pour fonctionner dans les hôpitaux. Et en fait, la notion clé, c'est pas est-ce que ça fonctionne, c'est est-ce que vous allez être remboursé par l'assurance maladie. Si vous n'êtes pas remboursé par l'assurance maladie, personne ne va utiliser ce que vous faites. Si vous l'êtes, il y a des chances que vous le soyez. Mais l'assurance maladie, elle, en revanche, va vraiment regarder est-ce que ça fonctionne ou pas. Et l'assurance maladie, elle va faire un calcul très simple. C'est est-ce que ce que vous proposez, c'est plus avantageux en termes de coûts pour les praticiens, de temps pour les praticiens, de risques pour les patients et de qualité de soins pour les patients. Et basé sur ces critères-là, elle va prendre une décision est-ce que ce que vous proposez, ce que vous construisez est remboursé ou non. Mais donc, nous, de notre côté, on fait plein de courbes de performance, etc. Mais on est bien conscient que ce n'est pas uniquement ce qui est pris en compte dans la mise en place sur le marché. Et donc aujourd'hui, voilà, la manière dont ça fonctionne dans les hôpitaux qui ne sont pas équipés de produits tels que celui qu'on le vend, c'est exactement ce que je présente là. En fait, c'est 2 tests qui sont confirmatoires, donc c'est assez lourd, c'est assez long. Il y a aussi un vrai sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est du prélèvement de matériel, parce que plus on veut faire de tests, plus il faut de cellules pour les tester. Donc parfois, ça arrive en fait qu'on n'ait pas assez de cellules pour faire les tests ou pas assez de quantité de tissus, du coup, il faut refaire des prélèvements, etc. Nous, ce qu'on propose, du coup, voilà, c'est un peu ce que je précisais ici. Ce que je présente ici, c'est en fait de prendre un raccourci par rapport à tout ça et proposer un modèle qui, encore une fois, là où c'est important d'avoir le truc qui est important à comprendre, c'est que on va essayer d'utiliser des données de routine, donc on a dans tous les cas, et qui tout simplement ne sont pas forcément valorisées pour chercher à accélérer ou en tout cas améliorer la qualité de prise en charge. Et puis voilà, donc bon, ça c'est des détails du produit, c'est pas très important. C'est en fait comment est-ce que le praticien reçoit les résultats du produit qu'on construit, qui va en fait lui donner une espèce de résumé sur la manière dont l'algorithme a fonctionné, qu'est-ce qu'il pense de cet échantillon, pourquoi est-ce qu'il a pris une décision qui est positive ou négative, donc microsatellite stable ou instable. Voilà. Maintenant, je vais rentrer très rapidement parce que le temps est passé plus vite que ce que je pensais, mais dans un petit peu comment est-ce qu'on fait tout ça en termes de machine learning. Donc là, du coup, ça s'applique. Enfin, j'espère que je vais répondre aux attentes des personnes qui avaient ces attentes-là dans la salle. Moi, quand j'ai commencé à faire du machine learning ou en tout cas du deep learning en 2015 à peu près, ce que tout le monde faisait, c'était ce que vous avez sur l'image de gauche. C'était l'époque où tout le monde était fou de computer vision. Il y avait beaucoup moins de texte qu'aujourd'hui, tout simplement parce que le texte fonctionnait beaucoup moins bien. Pour plein de raisons, mais en fait, ce que tout le monde essayait de faire, c'était de regarder les images qui sont à gauche et de dire laquelle est un chat, laquelle est un chien. Ça marchait très bien, pas forcément tout le temps, mais voilà, ça marchait quand même assez bien. Et puis nous, ce qu'on essayait de faire à Hawkins, c'était de prendre une image absolument gigantesque, comme celle que j'ai présentée juste avant, ce que vous voyez à droite, qui va faire, en termes de taille de pixels, c'est pharaonique. Enfin, on est de l'ordre du milliard de pixels, donc une image normale, ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 10 000 pixels. Nous, on est de l'ordre du milliard. Donc ça implique plein de choses en termes de complexité, déjà évidemment en termes de calcul. On ne peut pas avoir exactement la même approche que tout le monde a de manière un peu naïve en faisant du machine learning. Et puis surtout, ça pose aussi des questions de performance parce que, tout simplement, pour ceux qui sont un peu familiers du sujet, la dimensionnalité du sujet est gigantesque. On ne peut pas aborder ça de manière naïve comme on le ferait pour dire qu'est-ce qui est un chat et qu'est-ce qui est un chien. Et donc la manière la manière dont on aborde le sujet, c'est un petit peu toute cette, on va dire, cette suite d'opérations. On va d'abord chercher à identifier quelles sont les zones de l'image qui contiennent des cellules. Une fois qu'on a trouvé les zones de l'image qui contiennent des cellules, on va chercher à, on va dire, pré-traiter, donc normaliser un petit peu ces images de cellules. Ensuite, on va faire une étape qui est très importante qui s'appelle l'extraction de features. Donc une feature, comment décrire ça? C'est en fait tout simplement, on va dire, un descriptif de ce que contient l'image. Là, on arrive à un sujet très important qui est qu'une image, c'est une donnée, ce qu'on appelle non structurée. Ça veut dire que si vous avez un pixel à une coordonnée XY, vous prenez une deuxième image, il n'y a aucune raison que le pixel à la coordonnée
XY qui est le même XY que précédemment et aucune relation avec l'image précédente. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous regardez un tableur Excel. Un tableur Excel, XY, je sais pas, ça peut être l'âge d'une personne. Si vous regardez, vous restez dans la même colonne et vous allez à une autre personne, c'est toujours l'âge. Sur les images, il n'y a pas du tout ça. Donc, c'est des données non structurées, ça veut dire qu'on va chercher à représenter ou en tout cas à obtenir une représentation qui va être quantitative de ce qu'il y a dans cette image. Et c'est ce qu'on fait à cette étape-là. Puis ensuite, la dernière étape, c'est d'agréger un petit peu tous ces vecteurs de description qu'on a tirés de toutes ces petites morceaux de l'image qui sont dans cette très grande image et de classifier ça et donner une identification, en tout cas une étiquette positive ou négative à chacun des échantillons. Et en pratique, ce que fait mon équipe toute la journée, bah, c'est un petit peu ça. Vous avez des réseaux de neurones dans la première étape, dans la deuxième étape, dans la troisième étape et dans la quatrième étape. Et donc, on va chercher à améliorer ces réseaux de neurones, les adapter à différentes spécificités de la donnée. Par exemple, quand on va travailler avec des données d'immunohistochimie, on ne peut pas utiliser les mêmes réseaux de neurones que ce qu'on avait utilisé sur les images roses et bleues que j'ai commencé par présenter. Donc voilà. Et donc, il y a beaucoup de marges d'amélioration, des marges de performance sur toutes ces étapes. Je peux parler un petit peu plus en détail de la troisième étape, qui est l'étape de représentation en feature, donc représentation de données non structurées en essayant de les représenter de manière structurée, parce que en fait, c'est de mon expérience sur les, on va dire, peut-être 5 dernières années dans ce domaine de la pathologie digitale, ce qui a apporté le plus de gains de performance. Et donc, ça, par exemple, si pour vous donner un ordre de grandeur, voilà, les personnes qui aujourd'hui travaillent sur des modèles de texte en termes de coûts de calcul, c'est gigantesque par rapport à ce qu'on fait au Kin. Nous, à Okin, on va travailler sur des ordres de grandeur qui vont peut-être être de l'ordre des ordres de grandeur de peut-être la dizaine de milliers d'heures de calcul. Donc, c'est déjà beaucoup pour travailler sur ces données médicales qui sont des données assez rares. Quand on parle de texte, d'autres personnes vous en parleront beaucoup mieux que moi. On est facilement dans l'ordre de la centaine de milliers, voire du million, vraiment sans trop de soucis. Là, pour des images, 10 000, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et donc, la manière dont en fait, ce qu'on a en tête, nous, quand on fait ça, c'est pas tant d'essayer de faire à l'inverse de ce qui fait dans le texte aujourd'hui, essayer d'avoir des modèles qui sont entraînés sur le plus de données possible et d'avoir les modèles les plus performants possibles pour tirer le plus d'informations de cette gigantesque quantité de données. On va plutôt essayer de travailler sur des sujets comme par exemple la robustesse des modèles qu'on construit. Une question par exemple qui est centrale, c'est de se dire quand on a un modèle qui fonctionne bien dans un hôpital qui du coup a ses spécificités, par exemple en termes de préparatifs chimiques ou réactifs chimiques qui vont être utilisés pour préparer les échantillons, une question qu'on se pose, c'est si on change d'hôpital et que du coup on va changer par exemple de personne qui prépare les échantillons, de réactifs chimiques, de marque de réactifs chimiques, hein, ça paraît anodin, mais c'est en fait c'est assez central, voire même en fait de marque de, on va dire, le scanner qui est utilisé pour prendre cette gigantesque photo de résolution très élevée. Mais en fait, toutes les questions qu'on se pose, c'est est-ce que si on fait varier tous ces paramètres, nos modèles fonctionnent aussi bien? Et la réponse, pardon, c'est certains modèles fonctionnent aussi bien, d'autres fonctionnent pas très bien. Et en fait, surtout, ce dont on se rend compte, c'est que les modèles qu'on a, qui sont quand même des modèles, voilà, c'est assez simple par rapport, par exemple, à des modèles de texte. En fait, c'est déjà des modèles qui sont extrêmement chaotiques. Ça veut dire qu'on peut faire varier un nombre très réduit de paramètres et avoir une différence ensuite en prédiction qui est gigantesque. Et donc forcément, nous, notre objectif, c'est de rendre les modèles qu'on a les moins chaotiques possibles, de maîtriser le mieux possible ce qu'on va appeler des sources de biais. Et donc typiquement, ça, c'est une méthode. Donc bon, je suis désolé, je suis obligé de passer un peu vite parce qu'il faut que je garde du temps pour le reste de la présentation et pour les questions. Voilà, donc ça, c'est une famille de méthodes qui s'appelle l'apprentissage auto-supervisé. Donc, vous connaissez peut-être l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage faiblement supervisé. Et ben là, c'est de l'apprentissage auto-supervisé. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'entraîner des modèles qui s'apprennent un petit peu tout seuls la différence entre les différentes images qu'on va avoir dans nos jeux de données d'entraînement. Et donc, il y a plein de méthodes. Okin était, on va dire, raisonnablement pionnier là-dessus en termes de pathologie digitale, puisqu'en 2020, déjà, il y avait eu un article qui avait très bien fonctionné, qui avait un peu ouvert la porte à, on va dire, cette science qui était assez nouvelle pour nous à Okin. Et puis depuis, il y a eu d'autres publications, d'autres méthodes. Ça, par exemple, c'est l'adaptation d'une méthode qui est un modèle de texte qui est très connu, qui s'appelle BERT. C'est le modèle de texte le plus utilisé dans le monde, beaucoup plus que ChatGPT, que tout ce que vous pouvez connaître. Vous l'avez peut-être jamais entendu parler. En fait, c'est le modèle qui est caché derrière toutes les recherches Google. Dès que vous faites une recherche Google, vous savez, vous avez par exemple des questions, du genre, je sais pas, vous dites passeport validité, et puis Google va vous proposer un truc bien propre avec écrit quelle est la validité du passeport, la durée de validité d'un passeport. Et ben, c'est exactement ça, en fait, c'est ce modèle qui a été développé par Google. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, mais ce modèle marche super bien pour du texte, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire marcher pour des images? Donc voilà, ça a donné ça, et voilà, bah, réponse, oui, ça marche très très bien. Nous, on fait beaucoup Oukin, on l'a beaucoup fait, maintenant on utilise d'autres choses, mais voilà. Et puis typiquement, pour rebondir sur le sujet que je présentais juste avant, des questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut en fait adapter ces méthodes qui sont des méthodes pas forcément prévues pour de la pathologie digitale. Nous, on va essayer de se dire, est-ce qu'en fait on peut prendre en compte les spécificités de la pathologie digitale, qui est exactement ce que je présentais juste avant, à savoir le fait que, bah, en fait, si on utilise un scanner différent entre les différents hôpitaux, on a envie d'avoir un modèle qui soit le plus insensible possible à ce changement de scanner.
Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on vient de terminer. Ça marche un petit peu, on n'est rien que ça marche plus, mais bon voilà, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. C'est un problème qui est omniprésent dans tout ce qu'on fait, et c'est, je pense, ce qui va beaucoup nous occuper, et ce qui nous occupe déjà beaucoup depuis au moins un an ou deux, et ce qui va continuer à nous occuper. Donc voilà, j'arrive un peu au terme de ma présentation. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en césure, qui cherchent des stages ou quoi que ce soit. On n'a pas de stage ouvert actuellement. On en aura, je pense, pour la fin de l'année 2025, au début de l'année 2026. Donc s'il y en a qui sont un peu égarés dans leur recherche de stage de césure, vous pouvez me recontacter au mois de juin, mais pas maintenant. Voilà, voilà. Merci à tous. Le relais. Euh, Bonjour à tous. Alors, on travaille ensemble avec Rémi, mais j'avoue qu'on ne s'est pas coordonné pour les présentations. Donc, il y a un petit peu d'overlap, mais je pense que ça permettra de répéter certaines choses. Je suis très heureux d'être ici. Merci à l'équipe d'organisation. Je m'appelle Jean-Philippe Vert. Je suis beaucoup plus vieux que Rémi. Je suis passé par l'école des mines, mais au siècle dernier. Je vais me présenter un petit peu après. Et donc aujourd'hui, donc je dirige la recherche, la R&D d'Okin. Et en plus, depuis un peu plus d'un an, je suis président d'une autre société qui s'appelle Bioptimus, dont je vais parler un petit peu aussi. Alors, d'accord. OK. Bon, pour me présenter, comme je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai une carrière un peu plus longue que Rémi, qui est sorti des mines pour aller chez Okin et depuis y est. Ça fait longtemps, mais pas si longtemps que ça. Moi, j'ai eu quelques années de plus. Et c'est juste pour ceux d'entre vous que je ne connais pas encore, je serais heureux de répondre s'il y a des questions sur professionnels, sur le genre de carrière qu'on peut avoir dans la science. Donc moi, je suis un scientifique. Hein, donc je suis passé par le corps des mines. Après, j'ai fait une thèse de mathématiques à Normal Sup. Et ensuite, j'ai fait une carrière de professeur pendant une quinzaine d'années qui m'a amené à différents endroits, notamment à l'école des mines. J'ai passé quand même pas mal de temps après ma formation à l'école des mines parce que j'ai notamment cofondé le centre de bioinformatique de l'école des mines avec Véronique Saven. Je crois que c'est là que j'ai rencontré Rémi la première fois, il y a quelques années. J'ai travaillé une quinzaine d'années, donc beaucoup de bioinformatique. Donc c'était la recherche que je faisais, ça a toujours été entre le machine learning et la biologie et la médecine. Le centre de bioinformatique, notamment, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu, c'est un centre qui est devenu commun avec l'Institut Curie, donc qui est axé vers comment est-ce qu'on fait de la bioinformatique, qui sert notamment à la recherche contre le cancer. Et après quelques années, j'ai décidé de quitter un petit peu le monde académique, enfin, en gardant des liens étroits, mais pour aller faire de la recherche dans le monde industriel. D'abord chez Google, donc j'ai rejoint un labo de recherche de Google à Paris quand ils ont ouvert un labo à Paris. Et il y a environ 2-3 ans, j'ai quitté Google pour rejoindre Okin parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Alors, tout à la fin, je pourrais rajouter Bioptimus, j'en parlais, mais bon, j'ai fait ce slide avant que Bioptimus existe. Voilà, donc je serais heureux de répondre à vos questions si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire de scientifique entre le monde académique et le monde industriel. Mais plutôt que de parler de ça, je vais essayer de rebondir un petit peu sur l'introduction que Rémi a fait de certaines choses que font Kin pour essayer du coup, de parvenir sur exactement ce qu'on fait, mais d'ouvrir la question, le débat sur quels sont les grands challenges et où est-ce qu'on peut aller. Alors, première chose, quand même, je pense que Rémi a bien montré que il a dit Hawkins, c'est une licorne, c'est-à-dire que c'est un succès économique. Une licorne, hein, c'est une boîte valorisée plus d'1 milliard avec des revenus. En fait, la raison, c'est parce qu'aujourd'hui, l'IA, donc Hawkins fait de l'IA, c'est utile. Et c'est utile notamment quand on cherche des médicaments. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est sur le slide, mais sachez que trouver un médicament et ensuite le donner au bon patient, c'est un processus plutôt compliqué. On ne trouve pas un médicament, sauf peut-être pendant le Covid, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire en quelques mois à trouver un traitement, mais en général, ça prend plutôt une quinzaine d'années. Et pour trouver un médicament, il y a différentes étapes. L'étape du début, c'est on a une maladie, il faut comprendre la maladie, comprendre la biologie, donc c'est beaucoup de sciences un peu fondamentales. Par exemple, sur le cancer, c'est comprendre, tiens, c'est quoi un cancer, quels sont les types de cancer, quels sont les gènes exprimés, etc. Une fois qu'on a compris la maladie, on arrive parfois à trouver ce qu'on appelle une cible thérapeutique. Donc, c'est une cible, c'est quand on pense que quand quelqu'un est malade, si on arrivait à cibler un gène, par exemple, eh ben, on pourrait guérir la personne.
Donc ça, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a une cible, c'est le début de l'histoire, parce que quand on a une cible, il faut faire un médicament. Donc un médicament, c'est souvent une molécule qui va viser la cible. Là, il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'optimisation. Ça peut être des molécules, des petites molécules, des protéines. Donc il y a tout un tas de choses à construire. Et puis une fois qu'on a une molécule candidate, en se disant, tiens, j'ai à peu près réussi à construire une molécule qui cible à peu près la cible que j'ai trouvée, eh ben, il faut le valider. Et en général, ça ne marche pas du premier coup. Donc, on le valide d'abord sur des cellules, après parfois sur des modèles animaux. Et puis, à un moment, on dit, tiens, là, je crois vraiment qu'il y a une molécule qui peut être un médicament, donc on va le tester sur des patients. Et là, on rentre dans ce qui s'appelle les essais cliniques, qui eux-mêmes sont découpés en plusieurs phases, parce que quand on essaie à des premières fois qu'on donne une nouvelle molécule à un patient, bah, ça peut avoir des effets toxiques, ça peut ne pas guérir. Donc, c'est assez long. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, parfois la phase 4. Si tout va bien, à la fin, on a un médicament qui rentre sur le marché. Et ensuite, souvent, ce médicament, quand on le donne aux hôpitaux, ils disent à qui je le donne. Et c'est là que, notamment que les produits qu'Aurémy a montrés sont utiles pour aider les médecins à faire un bon diagnostic qui dit ensuite, tiens, tel patient est éligible à tel traitement. Donc, c'est compliqué, c'est long. Et il se trouve qu'à peu près à chacune de ces étapes, aujourd'hui, l'intelligence artificielle aide. C'est-à-dire que si on prend chaque étape, comprend la biologie, designer des molécules, développer, faire les essais cliniques, identifier les patients, beaucoup de ces étapes, on peut les formuler comme un problème où il y a des prédictions à faire, il y a des choses à designer, et donc l'intelligence artificielle est partout. Et donc, c'est aussi pour ça, donc là, je montre quelques-uns des partenariats que Hawkin a avec des grosses boîtes pharmaceutiques. C'est des Sanofi, c'est des Merck, c'est des Pfizer, c'est des AstraZeneca. On travaille à différents endroits, mais en s'appuyant sur une technologie assez commune, c'est la capacité à faire de l'intelligence artificielle sur des données biologiques, biomédicales. Ça peut être des images, ça peut être des génomes, ça peut être des molécules. Mais donc, l'IA booste vraiment la productivité, la performance de ce processus. Donc, ça a l'air bien parce qu'aujourd'hui, vous savez tous que l'IA, quand même, marche bien et vous pourrez vous dire, ça y est, on sait faire les médicaments de manière efficace. Alors, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et il se trouve que, malheureusement, malgré tout, malgré quand même des décennies de recherche dans les entreprises pharmaceutiques et malgré tout ce qu'on sait faire en IA, aujourd'hui, quand on teste un médicament sur un patient, 9 fois sur 10, on l'arrête parce qu'il est toxique ou il n'a pas d'effet. C'est-à-dire que la productivité du processus de recherche pharmaceutique, selon comment on la calcule, elle n'est pas plus que de 10% aujourd'hui. Malgré, encore une fois, toutes les technologies qu'on a, malgré tout l'IA, malgré toute l'expérience en chimie des boîtes pharmaceutiques, c'est compliqué. Et donc, une question un peu fondamentale, c'est pourquoi est-ce que on est si mauvais? C'est-à-dire pourquoi est-ce que on n'arrive pas du premier coup à faire une bonne molécule qui va guérir le cancer du sein dans tous les cas? Aujourd'hui, ça reste compliqué. Et il est clair qu'une des raisons, c'est que la biologie, ça reste complexe. Et quand je dis complexe, c'est que notamment pour des scientifiques, donc vous êtes des ingénieurs, enfin, à majorité d'ingénieurs, j'imagine, dans la salle, sûrement vous avez appris des équations de la thermodynamique, des équations de la physique, des équations de plein de choses pour lesquelles on a des équations, ce qui permet de faire de la simulation numérique, de faire du design, on sait faire des fusées qui vont sur la Lune et qui reviennent, enfin, on sait le faire, ça. Mais en biologie, je pense que vous n'avez pas appris d'équation de la biologie parce qu'il n'y en a pas. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé l'équation ou le modèle qui permet notamment de faire du design, de la simulation, des modèles prédictifs qui marchent bien. Parce que, soit parce que la biologie ne matche pas le langage mathématique, soit parce qu'on ne les a pas trouvés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est face à une quantité d'informations. Donc en biologie, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de data, mais il y a très peu de formalisme qui permet de résumer toutes ces informations dans un modèle qui serait un simulateur, par exemple. Est-ce qu'on est condamné à stagner parce qu'on n'a pas d'équation? Je pense qu'il y a vraiment une question, sans surprise, qui se pose aujourd'hui, c'est que peut-être que l'IA moderne, donc l'IA qui est apparue depuis 2-3 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais peut-être que l'IA peut apporter une solution nouvelle à un domaine comme la biologie qui manque d'équations. Il y a des signes, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du prix Nobel de chimie il y a quelques mois, qui a récompensé finalement un logiciel, des gens qui ont inventé un logiciel d'IA, qui a résolu un problème de biologie. Ça s'appelle AlphaFold, c'était les équipes de Google, qui ont créé une IA qui permet, alors c'est un problème très spécifique de la biologie, mais qui permet de prédire le repliement des protéines.
Donc, une protéine, c'est une molécule. On peut la décrire comme c'est un polymère, une séquence d'acides aminés. Et une question ouverte depuis très longtemps, depuis le siècle dernier, c'est si je vous donne la séquence d'une protéine, est-ce que vous pouvez prédire sa forme? Ça a l'air assez simple comme question, mais c'est des problèmes compliqués. Là, ça serait un des problèmes sur lesquels on a un petit peu des équations de la physique, mais ce n'est pas la bonne échelle, donc on ne sait pas résoudre les équations de la physique. Et il se trouve que ce qui marche aujourd'hui, c'est des modèles d'IA qui n'ont aucune connaissance des équations de la physique, qui ont juste été entraînés sur beaucoup de données, je vais expliquer un petit peu comment, et qui, tout d'un coup, ont résolu un problème qui était ouvert depuis 50 ans. Si vous regardez sur ce slide à droite, finalement, c'est un résumé de la performance, à quel niveau on arrive à résoudre ce problème de prédire le repliement des protéines. Depuis vraiment les années 80, il y a eu des petites améliorations, mais on stagnait à un niveau qui n'était pas suffisant pour que ça soit utile. Et le jour où AlphaFold est arrivé, donc l'algorithme d'IA en 2018, la performance a presque doublé, et l'année après a encore doublé parce que ça a été amélioré. Et donc tout d'un coup, il y a un problème qui était ouvert, on ne savait pas résoudre, et il est devenu résolu. Bon, ça a fait un prix Nobel, donc c'est quand même un niveau important. Mais la chose intéressante, c'est que l'approche est une approche qui est assez très différente de ce qu'il y avait avant. Et ça suggère qu'au lieu de se poser les questions comment trouver l'équation du repliement de la protéine, etc., là, l'approche qui est juste de dire donnez-moi beaucoup de données de protéines, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est des modèles entraînés sur beaucoup, des milliards. Ce n'est pas le cas initialement, mais maintenant, les modèles qui marchent, c'est des modèles qui ont vu des milliards de séquences de protéines parce qu'on est capable d'aller collecter des milliards de séquences. Et à force de les voir, de comprendre automatiquement ce que c'est qu'une protéine, comment elle se replie, pour enfin prédire sa forme. Alors, c'est un tout petit bout de la biologie, de prédire la séquence d'une protéine, mais ça suggère que quelque chose se passe qui n'existait pas il y a 10 ans, qui n'existait pas il y a 20 ans, et qui peut-être va fournir un moyen de mieux modéliser, de mieux simuler, d'avoir un modèle computationnel finalement du vivant, qui pourrait aider notamment à améliorer la recherche pharmaceutique. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent à peu près comment ça marche, mais peut-être pas tous. Peut-être une idée importante là-dedans, c'est que, et ça rebondit un petit peu sur une approche que Rémi a mentionnée à la fin, ces notions de self-supervised, auto-supervisé. Pour faire, enfin, le cas d'AlphaFold, et je vais vous montrer d'autres exemples, c'est de l'IA que j'appellerais moderne, donc qui s'appuie sur ces concepts d'auto-apprentissage. En fait, on peut le voir comme des méthodes, donc des méthodes d'ingestion de données. Donc, on part de beaucoup de données qui n'ont pas d'annotation particulière, qui sont des données un peu brutes. Dans le cas d'AlphaFold, c'est des protéines. Dans le cas de Rémi, c'est des images. Dans le cas il y a d'autres cas où on a beaucoup de données. Et ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est construire des modèles informatiques, des réseaux de neurones, ce qu'on appelle l'IA, qui lisent ces grandes quantités de données, un petit peu comme un scientifique regarderait des données, et à force de voir les données, apprennent ce qu'il y a derrière les données. Donc, si c'est une protéine, à force de voir des milliards de séquences de protéines, eh ben, le réseau de neurones, petit à petit, crée une abstraction. C'est des nombres, hein, c'est codé par des nombres dans l'ordinateur, mais qui capture l'essence de la protéine. Et notamment, une fois que ça c'est bien fait, ça devient assez facile de prédire sa forme, sa structure 3D. Ça devient assez facile de prédire sa structure. Ça devient assez facile de prédire si elle va interagir de l'ADN, etc. Et donc, c'est vraiment cette idée nouvelle dans l'IA qui révolutionne littéralement le domaine, qui est de dire si vous avez aujourd'hui un domaine d'activité sur lequel vous avez beaucoup de données, on sait construire des IA, ces réseaux de neurones, qui vont lire les données, qui vont apprendre une abstraction des données, donc le contenu des données, pour ensuite, à partir de ça, donc ça c'est assez universel sur la compréhension des données, pouvoir résoudre des tâches particulières. Dans le cas des protéines, c'est prédire leur forme, leur structure, leur fonction, peut-être en designer des nouvelles. Alors cette idée, évidemment, peut-être cette idée, donc, ce qu'on appelle les modèles fondations comme ça, leur implémentation la plus connue, c'est ce qu'on appelle les Large Language Models, ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT ou Mistral, pardon, le chat, je suis pas Macron, hein, j'ai le droit d'en mentionner d'autres. C'est des modèles. Aujourd'hui, ça surprend plus grand monde d'avoir un smartphone qui parle. Je vous assure qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça ne marchait pas du tout. Ce qui s'est passé pour avoir un smartphone qui parle, on a pris un modèle fondation, donc les mêmes réseaux de neurones que ceux que je mentionnais, mais au lieu de leur montrer des séquences de protéines, on leur a montré du texte. Donc, prenez tout le texte qu'il y a sur Internet, vous le montrez à un réseau de neurones, et à force de voir du texte, un petit peu comme quelqu'un qui apprendra à parler juste en lisant. Au début, on lit des textes, on ne comprend rien, mais après avoir lu des milliards et des milliards de livres, petit à petit, à force de voir des corrélations,
on commence à comprendre la logique et la sémantique. Et ce qui est surprenant, et ça a surpris tout le monde, c'est que en faisant ça, on a l'impression qu'on a un smartphone intelligent des fois. Alors, ça a des limites, hein, mais on peut poser des questions, c'est sensible, etc. Donc, c'est le même principe. Hein. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est assez habitué au chatbot. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose, un peu comme AlphaFold, mais sur d'autres données. Par exemple, au lieu d'apprendre le langage humain en montrant des milliards de textes écrits par des humains, qu'est-ce qui se passerait si on montrait des milliards d'images biologiques, des milliards de molécules, des milliards de génomes? Est-ce que, pareil, on pourrait avoir une IA qui apprend directement à parler le langage de la biologie, du vivant? Hein, ça, c'est un vrai challenge. Et c'est assez high level, assez abstrait ici, mais encore une fois, faire ça, ça peut permettre d'avoir cette phase d'apprentissage de ce que c'est que le vivant pour ensuite, une fois qu'on a ce modèle entraîné, l'utiliser pour résoudre des tâches, par exemple, simuler la structure d'une protéine, simuler un patient, simuler la réponse d'un patient à travers, etc. Donc, potentiellement, faire des tâches qu'aujourd'hui, on fait assez mal. Preuve, on a 90% des médicaments qui ne passent pas des essais cliniques. Voilà, donc ça, c'est l'idée principale que je vais développer dans les quelques minutes qui viennent. Il se trouve que cette idée, elle est fascinante, enfin, elle intéresse beaucoup de monde, et depuis quelques années, il y a tout un domaine scientifique qui explose, qui est, tentons, essayons, donnez-moi des datas, j'entraîne un réseau de neurones, je lui montre des séquences de protéines, je lui montre des images d'histopathologie, je lui montre ce genre de choses. Est-ce que je peux faire de cet apprentissage self-supervisé, un peu comme un Mistral ou un peu comme un OpenAI qui entraînerait un LLM? Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux l'utiliser pour résoudre des nouveaux problèmes que je ne pouvais pas résoudre avant? Et donc, les gens commencent à faire ça. Il y a beaucoup de... Je vais prendre quelques exemples pour illustrer un petit peu le genre de choses qu'on peut faire, mais c'est un domaine très, très actif et qui vraiment avance à toute vitesse en ce moment. Parmi les exemples, j'ai déjà mentionné AlphaFold, mais le cas des protéines. Donc, les protéines, c'est vraiment des molécules de base du vivant. Hein, dans vos cellules, vous avez de l'ADN. L'ADN code pour des gènes qui forment des protéines. Donc, c'est ça, les grosses molécules de base du vivant, c'est protéines. L'hémoglobine, c'est une protéine. Enfin, tout ça, c'est des protéines. Et ben aujourd'hui, comme une protéine, comme je disais, c'est un polymère, mais qui est écrit dans l'ADN. Aujourd'hui, on sait faire du séquençage d'ADN à grande échelle, partout, chez les êtres humains, mais dans la nature, chez les bactéries, etc. Donc, on a vraiment des quantités astronomiques de séquences d'ADN qui ont été séquencées. Et donc, on peut entraîner directement une intelligence artificielle à lire l'ADN et donc les protéines et à apprendre d'elle-même ce que c'est qu'une protéine. Et ça fait AlphaFold, mais ça fait pas mal de choses. Ça peut aussi prédire, l'effet d'une mutation. Vous savez, parfois, vous avez des mutations dans votre ADN qui génèrent des maladies. Aujourd'hui, avec ce genre de modèle, on a vraiment des nouvelles des performances assez précises, assez bonnes sur prédire l'effet d'une mutation, sur le risque d'une maladie ou sur la réponse à un traitement, etc. Et ça, encore une fois, c'est des modèles qui, au lieu d'apprendre à parler anglais ou à parler français, ils apprennent à parler l'ADN, ils apprennent à parler le langage des protéines. Un autre niveau, c'est aussi un domaine où il y a beaucoup de données, c'est ce qui s'appelle, plutôt que de regarder les molécules une par une, on peut regarder les cellules. C'est que le corps humain est fait de beaucoup de cellules. Sur les images que Rémi montrait, les unités de base, c'était des cellules. Alors, c'était des petits bouts d'images, mais dans une cellule, il y a plein de choses. Il y a de l'ADN, il y a des gènes, il y a des protéines. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent d'isoler des cellules et de mesurer à l'intérieur des cellules l'activité de tous les gènes. On a à peu près 20 000 gènes, donc d'avoir un vecteur de dimension 20 000 qui quantifie le niveau d'activité des gènes. Et ça, aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de faire ça, non pas sur une cellule, mais sur des millions de cellules. Et donc, si on collectionne des millions de cellules, des dizaines de millions de cellules, on peut dire, tiens, je vais entraîner une IA à regarder ces millions de cellules et à apprendre ce que c'est qu'une cellule, au lieu d'apprendre à parler anglais. Ça a été fait, et on se rend compte que ça fait donc une abstraction, hein, une sorte d'IA qui, quand on lui montre une nouvelle cellule, code la cellule en interne par des nombres et ensuite est capable de faire pas mal de choses, par exemple de prédire une cellule, quelle va être son évolution temporelle, comment elle va réagir à des perturbations, est-ce qu'elle ressemble, est-ce que c'est une cellule cancéreuse qui ressemble à une autre cellule cancéreuse ou à une cellule normale, etc. Donc ce genre de tâches, aujourd'hui, commence à bien marcher, mais grâce à ce modèle fondation pré-entraîné de manière un peu universelle pour apprendre à conceptualiser une cellule. Donc, c'est vraiment une sorte de... Enfin, c'est un petit peu ce que les scientifiques ont toujours essayé de faire, hein, de voir des datas. Les sciences naturelles, je veux dire, c'est
on regarde des datas et petit à petit, on essaie d'apprendre les lois, d'avoir une représentation mentale de ce qu'il y a dans les datas. Aujourd'hui, l'IA fait ça, mais au lieu de regarder 100 cellules ou 1000 cellules, elle regarde 1 milliard. Et donc, c'est cette capacité à regarder des grandes quantités qui différencie ces modèles d'IA d'un scientifique qui n'a pas 50 années d'expérience. Je peux peut-être sauter. La pathologie, donc là, c'est un autre type de données, et je ne vais pas m'étendre trop dessus, parce que Rémi a fait un exposé assez clair sur ce que c'est que ces data et à quoi ça sert. On sait que c'est des data, pareil, qui ont l'avantage d'être disponibles en grande quantité quand on s'y intéresse, parce que c'est des données un petit peu standardisées, qui sont prises dans à peu près tous les hôpitaux dès qu'on a un cancer, par exemple. C'est des données très, très grandes d'images, hein, des milliards de pixels, dans lesquels on voit un bout de tissu, mais au microscope, on peut voir jusqu'aux cellules individuelles. Ça sert notamment, et là je reprends l'exemple que montrait Rémi, ça sert notamment à faire du diagnostic. Donc ça, c'est un des produits d'Okin présenté précédemment pour, à partir d'une image, prédire si un patient est éligible à un traitement particulier. Mais par-delà cette application particulière, on peut se dire, tiens, si je veux que ça marche bien, peut-être qu'il faut que j'entraîne une IA à comprendre ce qu'il y a sur une image. Donc pareil, au lieu d'apprendre à parler anglais, d'apprendre à parler de langage des protéines, est-ce que je peux entraîner une IA à parler le langage des images d'histopathologie, avec la même recette, qui est de dire, donnez-moi des millions d'images, montrez-les une par une à l'IA, et un petit peu comme on entraînerait un anapathe pendant les études de médecine, l'IA va s'entraîner à regarder, et petit à petit, à comprendre les différences subtiles qui existent entre différentes images. Rémi en a un petit peu parlé. Je reprends un petit peu, donc ça, c'est là qu'il y a du redit un petit peu. Donc ça, il se trouve que les équipes d'Okin travaillent dessus depuis pas mal d'années. Je pense qu'Okin a été assez précurseur sur ces données. Je vais juste mentionner une des étapes. Donc, ce n'est pas le papier de 2020 que mentionnait Rémi, mais en 2023, les équipes d'Okin ont publié un article qui présentait un modèle qui s'appelle Falcon, donc qui fait exactement ça. Hein, c'est une IA pré-entraînée de manière auto-supervisée sur beaucoup d'images de pathologie, vraiment en se disant, tiens, est-ce que en faisant ça, je peux apprendre à coder ce qu'il y a sur une image dans des chiffres, donc comprendre ce qu'il y a dans une image, pour ensuite, si ça c'est bien fait, me permettre assez facilement de prédire des choses sur l'image, par exemple de faire le test MSI, mais aussi de prédire le risque de récidive d'un cancer, de prédire la réponse à un traitement. Et ça marche, à l'époque, ça a vraiment très bien marché. Ça a été publié. On montre que sur pas mal de tâches, c'est un modèle qui fait mieux que l'état de l'art. Pour ceux d'entre vous qui font du machine learning, vous connaissez certainement la communauté Kaggle. Kaggle, c'est des compétitions organisées au niveau mondial qui disent, tiens, il y a un problème à résoudre. Par exemple, là, il y avait une compétition sur la classification de cancer de l'ovaire. Donc la question, c'était, si je vous donne une image d'histopathologie d'un cancer de l'ovaire, est-ce que vous pouvez faire le travail d'un médecin qui fera un diagnostic en disant type 1, type 2 ou type 3. C'est des types importants. Et donc, il se trouve que là, il y avait plus de 1000 équipes dans le monde qui ont participé, chacune avec sa méthode. Et donc, l'équipe d'Okin a participé et a gagné la compétition. C'est-à-dire, c'était le modèle en 2000, il y a un an, qui faisait la prédiction la plus précise. Donc, c'est une des informations qui montre que quelque chose se passe quand même quand on entraîne un bon modèle. Tout d'un coup, ça commence à vraiment mieux marcher que le reste. Alors évidemment, quand on fait ça, on se dit, voilà, on a trouvé la bonne recette pour faire marcher les choses. Accélérons, allons encore plus loin. Une direction assez évidente qui est assez parallèle à ce qui se fait sur le LLM, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les LLM, pour qu'elles marchent mieux, il faut des ordinateurs plus gros, plus de data, des modèles plus gros, entraînés sur plus de compute. En général, ça fait comme ça qu'on passe de... Je m'excuse, je ne connais pas le nom des le chat, mais de GPT-1 à GPT-2 à GPT-3 à GPT-4 à GPT-5, c'est juste plus de data essentiellement. Peut-être le chat 1, le chat 2, le chat 3, c'est pareil. Là, on se dit, tiens, on a Falcon, qui marche super bien, mais pourquoi l'entraîner juste sur 50 000 images? C'était même pas 50 000, je crois que c'était 5 000 à l'époque. Qu'est-ce qui se passe si on l'entraîne pas sur 5 000 images de patients, mais sur 50 000, 500 000, 5 millions, etc. Est-ce que ça va mieux marcher? Alors, le souci, c'est que quand on fait ça, ça commence, même pour une société même pour une licorne, ça commence à coûter cher, ça commence à demander des skill sets un peu différents. Il faut des ingénieurs capables de construire ces modèles sur des gros clusters de GPU. Il faut trouver des datas qui coûtent cher. Et donc, c'est à ce moment-là
qu'on a commencé, qu'on a créé cette nouvelle société qui s'appelle Biotemus, dont la mission est devenue pas seulement pour la pathologie, mais de construire ces modèles fondations. Donc de dire on va dédier une société parce qu'on peut lever des capitaux, on peut recruter une équipe dédiée, on peut avoir une stratégie d'acquisition de data particulière pour construire ces modèles fondations de la biologie qui ensuite vont permettre, notamment à Hawking, mais à l'ensemble de l'industrie, de faire de l'IA qui marche pour résoudre des problèmes. Donc, par exemple, Biotemus a été créé en fin 2023. En quelques mois, l'équipe a sorti un premier modèle qui est aussi un modèle de pathologie. Et juste pour donner un ordre de grandeur, c'est un modèle entraîné sur 100 fois plus d'images que le modèle Falcon qui a gagné Kaggle, donc qui était champion du monde en 2023. On peut faire un saut, faire du x100 en nombre de data, c'est possible. Ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Mais on a vérifié, et je n'ai pas beaucoup de slides là-dessus, mais que ça marche au sens où si on compare Falcon, donc champion du monde en 2023, et ce modèle qui s'appelle H-Optimus 0, c'est la même recette de cuisine, c'est le même concept, c'est juste entraîné sur plus d'images, donc il y a plus de paramètres, des plus gros modèles, et systématiquement, sur à peu près toutes les tâches qu'on regarde, et ben, quand on l'utilise, ça marche mieux. Donc ça fait des prédictions MSI plus précises, ça fait des prédictions de détection de cancer plus précises, etc. Donc, il y a vraiment une recette qui fonctionne assez bien, qui est continuons à construire ces modèles fondations de l'IA qui apprend tout seul à coder l'information dans les images et ensuite déployons-le pour résoudre des problèmes. Voilà. Bon, je peux peut-être sauter, s'il y a des questions, je reviendrai, mais je vais sauter quelques trucs pour peut-être essayer de conclure sur ce qui nous attend. C'est que on voit bien que faire des modèles fondations, c'est ce qui booste l'IA aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a beaucoup de Hawking notamment, Biotemus notamment, mais beaucoup de sociétés, beaucoup de groupes commencent à construire des modèles fondations pour les protéines, pour les images, pour les cellules uniques, pour les patients aussi. Mais derrière tout ça, il y a une tentation aussi qui est de dire toutes ces données disparates, elles devraient être connectées. Parce que quand on parle d'un patient, par exemple d'une maladie, le cancer, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de coder l'ADN? Est-ce que c'est de coder les images? Est-ce que c'est de coder le profil clinique du patient? En fait, tout est connecté. Et les questions importantes, souvent, elles sont à travers les échelles du vivant. C'est est-ce que si je veux d'un médicament, c'est une perturbation moléculaire, un médicament, c'est une molécule. Est-ce que je peux prédire, simuler, si je fais une perturbation moléculaire, comment ça va impacter la protéine, qui elle-même va impacter la cellule, qui va impacter le tissu, qui éventuellement va peut-être améliorer le pronostic du patient. Donc, si on veut résoudre ce genre de problème, les modèles fondations dont j'ai parlé ne suffisent pas, parce qu'eux, ils sont bons pour résoudre des problèmes dédiés à chaque étape, mais ils ne savent pas faire le lien entre l'image d'une tumeur et les gènes qu'il y a dans les cellules, par exemple. Donc, il y a une vraie question, et là, c'est vraiment la frontière de la recherche, c'est une question ouverte, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin et avoir des modèles fondations qui apprendraient la biologie de manière un peu plus universelle, à partir de data, donc avec le même principe peut-être, en disant on va montrer toutes les protéines du monde, toutes les images du monde, toutes les cellules du monde, donner ça à manger à une IA et lui demander de comprendre le vivant à travers les échelles. Alors ça, c'est une vision pour l'instant, c'est une vision, un problème de recherche assez clair, mais personne ne l'a résolu. Il y a des gens qui essayent, c'est ça qu'essaie de faire Biotemus. On a commencé, entre Hawking et Biotemus, il y a eu plusieurs tentatives déjà pour commencer à faire le lien entre différentes échelles. Des choses qu'on a déjà publiées, c'est par exemple à partir d'une image. Donc une image, c'est une description assez, même si c'est des images microscopiques, vous vous souvenez qu'une cellule sur l'image, c'est une sorte de rond avec une tache foncée au milieu, avec un noyau. Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces descriptions d'une cellule et le niveau moléculaire? Le niveau moléculaire, c'est au sein de chaque cellule, il y a 20 000 gènes qui sont exprimés. Est-ce qu'on serait capable, à partir de l'image, de reconstruire, de prédire le profil génomique de chacune des cellules? Donc, il y a différentes manières de le faire. On peut le formuler notamment comme un problème de machine learning où on voit une image et on veut prédire le niveau d'en dessous. Et il se trouve, donc ça c'est une des tâches sur lesquelles on a travaillé, il se trouve que ça marche pas mal. Alors, il y a des gènes sur lesquels ça marche bien, d'autres où ça marche moins bien. Mais ça, c'est un papier qui a été publié à Neurips il y a quelques mois. Donc, c'est un papier très récent qui est un benchmark, en fait, pas fait par nos équipes, fait par un laboratoire à Harvard, qui dit, tiens, j'ai des datas ou j'ai des images et je suis capable, il y a des technologies pour mesurer l'expression des gènes, et je vais comparer des modèles
pour savoir lesquels permettent de bien prédire. Alors, je le montre, évidemment, on est assez fiers parce que c'est un benchmark où il y a plein de modèles qui sont comparés. Hein. Il y a des Google, il y a des Microsoft et il y a des Bioptimus. Et c'est Bioptimus qui gagne. Donc, bravo aux équipes de Bioptimus et merci à Harvard de nous mettre en valeur. Mais indépendamment du fait qu'on ne gagne ou pas, parce que je pense que dans 2 mois, on sera deuxième, parce que les gens continuent à s'améliorer, hein, c'est un petit peu une course comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est que sur une échelle absolue, je ne vais pas rentrer dans l'état de ce que veulent dire les chiffres, mais entre les modèles, entre le modèle de droite et le modèle de gauche, on passe de 32 à 42% de performance. C'est quand même un gain considérable. Et ça s'est fait en 2 ans. C'est-à-dire qu'à droite, on a un modèle ResNet 50. ResNet 50, c'est l'état de l'art, par exemple, au moment où Hawking lançait les premiers modèles fondation. C'est des modèles de Google qui ne sont pas spécifiques à l'histopathologie, mais qui sont bons. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était des mauvais modèles. Et les différentes barres, là, c'est ces différentes équipes qui ont construit des modèles fondation. Et ce qu'on voit, c'est que les progrès sont vraiment, vraiment rapides. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a une accélération quand même dans les progrès. Et quand je dis il y a un espoir que l'IA nous permette de faire passer un cap, en fait, c'est via ce genre de résultats qu'on peut être optimiste parce que vraiment, parce que nous, on essaie de contribuer à ça, mais il y a toute une communauté, il y a des approches nouvelles qui font qu'aujourd'hui, chaque année, on s'attend à des gains de performance de 10, 20, 30% sur tout un tas de problèmes. Voilà, ça c'est peut-être pas essentiel. Et je vais juste conclure sur le fait que, comme je disais, cette idée de construire des modèles fondation un peu universels à travers les modalités, les échelles, on n'est pas les seuls à y penser. C'est un programme de recherche complètement ouvert. On a des idées comment le faire nous, d'autres ont différentes idées. Je pense que c'est un des beaux sujets de recherche dans les années qui viennent. Et donc, si certains d'entre vous se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils devraient faire, plutôt que de faire des LLM pour de la pub, vous devriez faire des modèles fondation pour comprendre le vivant. Voilà, je vais arrêter là. Tout ce que j'ai dit, c'est quand même le travail d'équipe fantastique. À la fois, là, c'est la R&D, recherche et technologie de Hawking à droite, à Aix-en-Provence. Et à gauche, c'est l'équipe de Bioptimus à Chamonix. Et donc, tout ça s'appuie sur le travail de tous ces gens formidables. Merci à vous. Et il faut vous entendre. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Vous levez la main. Ouais. Alors, hop. Oui, il faut que tu. Ça marche ou pas? Ouais, ok. Je ne sais pas si on entend en ligne, mais merci beaucoup pour les présentations. Je me demandais avec dans la biologie, enfin comme dans toute tâche un peu en intelligence artificielle, vous êtes bloqué par les datas et les modèles. Peut-être une question au niveau du domaine. Est-ce que dans le futur, vous pensez, enfin, quel est le plus bloquant pour faire les avancées? Est-ce que c'est plutôt les datas, donc l'abondance, comment s'en procurer et leur propreté? Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est enfin, à quel point plutôt ça va être au niveau des modèles et de l'architecture? Et aussi, justement, dans cette question plutôt sur modèle architecture, il y avait eu enfin, pour certaines tâches, il y avait eu des méthodes qui ont fait faire des grandes avancées, les CNN pour les images dans le passé, Transformer pour le texte. Est-ce que vous pensez que ce genre d'innovation, disruption pourrait arriver aussi dans la biologie ou voilà. Vous voulez répondre à la même partie ou... Ok, bah je sais pas lequel apportera le plus, mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire des progrès. Pardon. Je ne sais pas lequel apportera le plus de gains, mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire des progrès sur les données, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui il y a un énorme manque à gagner en termes de ces méthodes sur les données. Enfin, si on compare justement à du texte. Euh, Enfin, c'est très difficile de comparer différentes modalités de données parce que ça touche à plein de sujets super intéressants, la quantité d'informations contenues dans les données, etc. Tu vois, donc on peut pas dire ah il y a 10 gigaoctets de texte, ça fait autant que 10 gigaoctets d'images, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est difficile, mais c'est sûr que
l'explosion des performances qu'on a vues sur le texte. Pour l'instant, sur les données de biologie, on ne l'a pas encore trop vu, quoi. Qui était lié notamment à la taille de données. Donc je pense qu'il y a un gros manque à gagner là-dessus. Après, pour l'architecture, j'en sais rien. Enfin, personne n'avait vu Transformers arriver. Voilà. Je peux peut-être donner mon point de vue. Trois commentaires rapides. Un, c'est quand même, je suis d'accord avec Rémi, les datas, c'est un vrai bottleneck. Et selon les datas qu'on a, quand je parle de data de protéines, par exemple, c'est des datas séquencées de la nature, etc. Il y en a beaucoup sur le web. Mais dès qu'on parle de données de patients, par exemple, déjà, patient, c'est une personne. Enfin, il n'y a pas des milliards de patients qui ont un type de cancer. Et puis, c'est des données très, très régulées pour de bonnes raisons. Il y a la question de privacy, etc. Donc, l'accès aux data et à des grands volumes de data, notamment quand on va vers les patients, va rester un bottleneck, je pense, pendant très longtemps. Deuxième commentaire, je vais appuyer sur un slide, je pourrais faire ça, mais je pense que sur les modèles, par exemple, là, j'ai montré un modèle qui s'appelle, en bas à gauche, un truc qui s'appelle SCGPT. SC, ça veut dire Single Cell. Donc, c'est un GPT, comme ChatGPT, mais au lieu que ce soit pour le texte, c'est pour Single Cell. Ce qu'ont fait les gens, c'est des gens que je connais bien, c'est un postdoc à Toronto. Il a dit, tiens, j'ai des données de Single Cell, est-ce que je pourrais les transformer en texte pour ensuite entraîner un ChatGPT? Et ça marche pas mal. Mais je veux dire, par rapport à ChatGPT, qui lui-même a été le produit quand même de 10 ans de recherche dans les Google, dans les Meta, où il y a des milliers d'ingénieurs qui ont optimisé tout ça, on est vraiment au début, je pense que sur les modalités de la biologie, au début de l'exploration des modèles. Et pour moi, il n'y a aucune raison que faire un transformer qui est bien pour le texte, parce qu'il a été optimisé pour répondre aux questions d'un site web, ça soit le bon modèle pour modéliser les cellules. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça marche pas mal, c'est un peu surprenant, mais c'est un domaine de recherche complètement ouvert. Et dernier commentaire, c'est que je pense que pour améliorer le modèle, donc on peut avoir plus de data, c'est pas facile, peut-être des meilleurs modèles. Et on commence à observer quand même que croiser les modalités, donc cette idée un peu vague de dire, tiens, si j'entraîne un modèle pas que sur les protéines, ou pas que sur les cellules, ou pas que sur les patients, mais en les croisant, c'est quand même une source de progrès aussi. On peut le quantifier, mais plutôt que faire des modèles importants, croiser les données, c'est clair que ça permet d'améliorer la performance sur chacun des types de données dans certains benchmarks. Donc, c'est aussi une direction un petit peu spéciale, spécifique à la biologie, qui est de pas seulement avoir plus de data d'une modalité, mais aussi pouvoir croiser les modalités, permet d'améliorer les choses. Ouais, déjà, merci beaucoup pour les présentations. Justement, au sujet d'exploiter plusieurs modalités, d'un côté, on se doute bien que ça va aider à réaliser les tâches qu'on a envie de réaliser, mais de l'autre, ça fait diminuer le nombre de données disponibles, puisqu'en fait, on a besoin d'avoir pour un même patient des données à plusieurs échelles. Et alors, je ne me rends pas forcément compte, mais est-ce que finalement, ça va pas être... l'effet obtenu va pas être aussi important que ce qu'on aurait aimé, parce que justement, on a cette quantité de données qui diminue beaucoup par rapport à juste travailler sur de l'histopathologie, par exemple. Peut-être juste un point rapide. Il y a plein d'exemples de croiser des modalités de données où ça n'a pas marché. Ou enfin, en tout cas, on n'a pas réussi à le faire marcher. Donc, c'est peut-être juste pour juste challenger un peu ce que tu dis. Moi, j'ai pas trop la certitude qu'en croisant tout, ça va marcher. Tu vois. On a plein d'indices pour certains cas où ça marche mieux. Mais tu vois, je sais pas si dans l'absolu, on sait si ça va mieux marcher. C'est tout. Alors moi, je dirais oui et non. Enfin, déjà, non à quelque chose que tu dis, qui est que si on croise, on a moins de data. En fait, ça dépend comment tu croises. Tu peux parfaitement croiser des modalités, mais avec toutes les datas quand même. Et c'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire, et c'est ce qui fait, par exemple, même pour être, je sais pas, un sujet un peu plus standard, quand on fait des modèles entre le texte et la vision, hein, ChatGPT, il a des images et des textes, bah, il est faux de croire que ce modèle a été entraîné juste sur des datas sur lesquelles il y a une image et un texte. Le modèle a été entraîné sur tous les textes du monde, toutes les images du monde, et un sous-ensemble sur lequel il y a deux modalités. Et c'est pareil en biologie. Quand on s'achemine vers ces modèles-là, on va prendre toutes les protéines d'un côté, toutes les images de l'autre, et 1000 patients pour lesquels on a l'image et le texte, etc. Donc, il n'y a pas moins de data. Après, est-ce que ça va forcément améliorer la performance? Là, c'est à voir, parce qu'on peut se dire, tiens, croiser les data, peut-être ça va
biaiser le modèle pour apprendre à faire le lien entre les modalités, mais peut-être qu'il va perdre de l'information de chaque modalité spécifique, par exemple. Donc là, c'est un peu du cas par cas. Nous, on a des cas d'études sur lesquels ça améliore, mais il y en a d'autres sur lesquels ça améliore pas. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur le lien entre la recherche et l'expertise métier. J'imagine que dans votre secteur, comme dans beaucoup de secteurs, vous avez besoin de faire appel à des experts pour vous guider dans vos recherches. Et ma question était autour du fait de comment est-ce que vous organisez ce lien? Est-ce que vous allez chercher en interne chez vous avec des experts au sein des entreprises ou plutôt à l'externe avec des partenaires? Est-ce que vous le cherchez ou est-ce que vous essayez de faire en autonomie avant de valider avec l'externe? Voilà, enfin, une question un peu vague, mais sur l'expertise métier. Tu veux décrire ta vie chez Hawking Bah, je sais pas exactement à quel métier tu fais référence, mais si tu penses peut-être aux médecins, enfin, justement aux anatomopathologistes. Bah, pendant longtemps, je pense qu'on a très très mal travaillé avec les médecins à Hawking. Enfin, en fait, c'est extrêmement difficile de faire collaborer des gens qui ont des formations aussi différentes. Enfin, tu peux les mettre ensemble dans la même pièce et ils vont faire un truc et ça va marcher, mais ça va être très très loin d'être la manière optimale de les faire travailler. Je pense que pendant longtemps, à Hawking, on était dans cette situation où on a travaillé avec des pathologistes, mais on ne travaillait pas du tout de la meilleure des manières. Je pense que maintenant, on travaille un petit peu mieux. Et du coup, pour répondre à ta question, bah, en fait, on a des pathologistes, c'est les deux. En fait, on a quelques pathologistes en interne, et puis après des biologistes aussi, évidemment. Et on a aussi pas mal recours à des consultants qui sont du coup des gens qu'on connaît, qui sont par exemple des gens avec qui on a collaboré ou fait des partenariats, tu vois, fait des recherches ensemble. Et voilà, ça se passait bien. Et du coup, là, il y a un peu une situation de collaboration qui se crée. Mais bon, après, tu as aussi plein de contraintes légales, hein, tu vois, c'est difficile de débaucher un médecin et de le faire venir chez toi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais il y a un peu les deux, du coup. Ouais, et je pense que c'est une question intéressante et compliquée. Je pense qu'Hawking, bon, moi j'ai rejoint Hawking tout récemment, hein, où il y avait déjà pas mal de médecins dedans, de biologistes, et une culture assez partagée. Je pense que c'est un endroit fantastique, parce qu'on peut vraiment parler de biologie à des data scientists, parler de data science à des médecins, et ça marche pas mal, quoi. Après, quelque part, j'étais chez Google avant. Enfin, il y a aussi un truc qui est assez inconfortable, je dirais, pour les experts métiers. C'est que parfois, pour faire marcher quelque chose, on se rend compte que si on enlève un petit peu d'expertise métier, ça marche mieux. C'est quelque chose de très connu, par exemple, en NLP, hein, quand on a développé les systèmes en langage naturel. Historiquement, quand on a développé les systèmes de traduction automatique, par exemple, les sociétés avaient des linguistes, avaient des traducteurs qui disaient, tiens, pour traduire, il faut comprendre, il faut modéliser, etc. Et en fait, ce qui marche aujourd'hui, c'est des systèmes qui ont zéro connaissance linguistique. Et c'est assez documenté chez AT&T. Ils disaient à chaque fois qu'on vire un linguiste et qu'on recrute un informaticien, la performance de la traduction s'améliore. Alors, c'est un peu caricatural, mais quand même, il y a un petit peu un conflit possible entre les progrès techniques qui viennent finalement de beaucoup d'ingénierie. Il faut un minimum de connaissances métiers, je dirais, mais ce n'est pas toujours évident que, en général, l'expert métier soit la bonne personne pour driver à la performance du produit. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais d'ailleurs, c'est assez inconfortable, encore une fois, mais c'est une question ouverte. Et par exemple, AlphaFold, hein, de DeepMind, qui a gagné la compétition, était assez connu pour avoir 0 biologiste. C'était une équipe d'ingénieurs qui a dit, on ne connaît rien aux protéines. Par contre, on a vaguement compris que la question, c'est vous avez une séquence en entrée, un nuage de points 3D en sortie, et nous, on sait modéliser des modèles qui passent d'une séquence à un nuage de points 3D. Et ils ont battu toute la communauté d'experts en biophysique. C'est pas ce qu'on fait chez Hawking. Hein. Hawking, on a des vrais pathologistes, des vrais biologistes, des vrais médecins, mais on peut se poser la question. Oui, du coup, bonsoir. Merci pour les deux présentations. Moi, j'ai une question. Dans la présentation de Rémi, il y avait une slide avec tout ce qui était feature extraction. Il y avait une pipeline avec 4 réseaux de neurones et à la fin, il y avait une case interprétabilité. Du coup, c'est pour savoir à quel point est-ce que vous arrivez à vraiment interpréter et comprendre ce qui se passe dans les modèles. Ouais. Du coup, ça arrive dans le bon ordre parce que c'est exactement le moment où on a le plus de collaboration avec les pathologistes. Et là où je dis, pour t'expliquer comment ça se passe, c'est que souvent, les modèles, quand ils fonctionnent, ils vont donner une réponse à la question qu'on leur a posée, à savoir est-ce que le patient est malade ou pas, par exemple.
Et puis, en parallèle, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de forcer les modèles à faire en sorte qu'ils puissent dire pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle décision. La décision étant bonne ou mauvaise. Parfois, le modèle peut se tromper et du coup, ça permet de comprendre justement pourquoi il s'est trompé. C'est une phase de développement où justement, on va beaucoup travailler avec les pathologistes. Là où je dis que c'est aussi un bon exemple de pourquoi est-ce qu'on le fait pas bien, c'est que pendant longtemps, en fait, cette collaboration, elle s'est résumée à en fait, montrer un tas d'images à des pathologistes, lui dire qu'est-ce que tu vois dans celle-ci, qu'est-ce que tu vois dans celle-là, essayer de faire des tests statistiques différentiels, tu vois, des trucs tout bêtes. Mais du coup, en fait, la collaboration avec le pathologiste, elle se résumait à lui demander de noter des images. Et donc, à cet égard-là, c'était quelque chose d'assez peu enrichissant déjà pour les pathologistes, qui en plus coûtait vraiment super, super cher, et où en plus, personne n'apprenait grand-chose. Et donc, en fait, la phase d'interprétabilité, ça revient un petit peu à ça. Et donc, voilà, oui, on essaie d'avoir des modèles qui sont interprétables. Après, de toute façon, interprétable, c'est comment dire, c'est interprétable à la hauteur de à quel point tu cherches à être interprétable. Enfin, tu vois, c'est une notion qui est difficile à quantifier. Moi, je pense que quelque chose qui est, tu vois, si on peut essayer de mettre quelque chose de concret en face de ça, moi, je serais super content si on avait des modèles où on arrivait à dire à chaque fois, le modèle a eu faux, c'est pour ça. Même pas savoir forcément pourquoi est-ce qu'il a eu bon, parce qu'en fait, bien souvent, on ne sait pas pourquoi il a bon, mais en tout cas, savoir pourquoi il a faux. Et tu vois, on y arrive un petit peu. Par exemple, parfois, quand tu as des déchets sur les images, tu vois, des cellules qui sont déchirées, parfois, tu as des stickers sur les images, tu as des coups de marqueur, tu as ce genre de trucs. Parce que, encore une fois, c'est des données de vie réelle de l'hôpital. Et ben, on se rend compte quand même que ce genre de choses, ça fait un peu dérailler le modèle, quoi. Là où on en revient sur la notion de modèles qui sont chaotiques, etc. J'avais une question sur les modèles de fondation. On n'a pas de modèle de la biologie, mais enfin, je me dis, les biologistes et les médecins, ils travaillent, ils publient des papiers sur plein de... essayer de comprendre des processus très précis en biologie. Est-ce qu'un modèle de fondation, il se baserait sur des papiers comme ça et les intégrerait dans ses... enfin, en entrée, ou c'est purement sur des données médicales? Tout est possible. Ce qui est vrai, c'est que là, j'ai insisté sur les données en disant si vous avez des données brutes, une IA peut remplacer finalement le scientifique et des siècles de recherche en biologie en disant donnez-moi toutes les datas et juste à partir des datas, je peux apprendre la biologie. C'est le cas d'AlphaFold. AlphaFold a été entraîné avec zéro expertise humaine, juste en voyant des datas. Maintenant, c'est vrai aussi que quand même les humains, les chercheurs, les médecins ont accumulé la connaissance et la connaissance aujourd'hui, elle est énormément codée dans des publications notamment. Donc, c'est assez naturel de croiser ces modalités avec toute la littérature scientifique. Et la plupart des LLM que nous on fait et que d'autres font combinent les données médicales, les données biologiques avec des LLM humaines entraînées à lire la littérature scientifique notamment, parce qu'il y a quand même des liens assez intelligents faits dans les expériences, dans la littérature. Mais je dirais que c'est un complément, ça peut être un lien. Bonsoir, merci. Question plus entrepreneuriale. Robin, tu as dit que vous étiez passé de 20 personnes à 350 en 6-7 ans. C'est quel type de profil vous recrutez dans ce cas-là? C'est un type de métier qui explose, c'est équilibré, c'est vous ciblez quoi? Je pense qu'au début, moi, quand je suis arrivé à Hawkin, il y avait 20 employés, il y avait genre 13 data scientists, plus, je sais pas, 2 RH. Enfin, tu vois, donc à ce moment-là, c'était très déséquilibré. Il y a eu, je pense, un moment pivot qui est quand Hawkin s'est vraiment lié avec Sanofi pour vraiment se positionner sur la découverte de molécules. Là, il y a eu une vague de profils qui étaient très nouvelles, qui étaient des profils beaucoup plus tournés vers la biologie et vers des modalités de données que justement on ne connaissait pas. Donc ça, c'était en 2021, je crois. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait bouger les choses. Avant ça, c'est vrai que c'était des profils donc quasi exclusivement, ce qui est un problème, enfin je ne sais pas si c'est le sens de ta question, mais quasi exclusivement école d'ingénieurs française. On avait très peu d'universitaires. Enfin voilà, encore une fois, moi je suis très content de la croissance d'Hawkin et je suis super content de la qualité des profils qu'on a réussi à recruter, et sur le plan technique et sur le plan humain. C'est quelque chose que je pense j'aurais du mal à retrouver à d'autres occasions dans ma carrière. Mais on avait quand même des profils qui étaient extrêmement homogènes. Je pense, voilà, à certains égards, ça a été un peu un problème parfois. Maintenant, encore une fois, il y a eu beaucoup de progrès et ça s'est vachement amélioré.
Je sais pas si c'était le sens de ta question, mais Enfin, ça, c'est une question humaine, mais il y avait une question aussi de type de métier qui sont. Donc, tu me dis il y a eu plus de biologistes en fait qui sont arrivés. ouais, c'est ça. Voilà. Il y a un moment où il y avait plus de biologistes. Avant ça, tu avais 90% de la R&D, c'était X-Min Central qui faisait le master de maths ou d'informatique de X-Min Central. Tu vois. Et donc ça, c'était bon, c'était bien à un moment. Je pense que c'était bien que ça change aussi, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a des cas d'usage sur lesquels les données synthétiques ou de l'augmentation de données juste permettent d'améliorer les performances? Et si oui, enfin, comment ça marche très grossièrement? Alors, la réponse est oui. Après, enfin, il y a tellement de cas d'usage. Donc, données synthétiques, hein, j'imagine que ce que tu as en tête, c'est notamment, on peut générer, enfin, ces modèles notamment permettent de générer des datas. Et donc, on peut dire, tiens, j'ai des datas qui viennent du laboratoire, mais je peux aussi générer des nouvelles datas, soit pour augmenter le volume de data, soit pour faire autre chose. Je pense que il y a des cas, enfin pour les modèles fondation, par exemple, l'augmentation de data avec des data synthétiques, c'est un sujet qui n'est pas complètement, enfin c'est pas clair, ça marche mieux. Nous, ça marche, on n'a pas vraiment creusé là-dessus. Il y a des OpenAI, Mistral, etc., enfin, qui font beaucoup de travail pour essayer de voir si sur le texte, par exemple, on peut générer des données textuelles qui permettent de faire du renforcement, ce genre de choses. Donc ça peut marcher, mais c'est un truc ouvert. Par contre, il y a un type de data synthétique un peu particulière, je dirais, et là c'est plus du côté d'Okin. Il y a des cas d'usage où ça peut être utile d'avoir des data synthétiques, par exemple quand on veut faire des simulations d'essais cliniques, en disant, tiens, j'ai un essai clinique où je teste un médicament sur des patients, et avant d'aller en phase 3, où là c'est randomisé, on a des grosses cohortes, etc., souvent on a des phases avant où on donne le médicament à des patients, on commence à regarder s'il y a une réponse. Et pour savoir si la réponse est intéressante, ce qu'on aimerait faire, c'est comparer un patient à qui on a donné le médicament au même patient à qui on n'aurait pas donné le médicament. D'accord. Et ça, on ne l'a pas parce qu'on lui a donné le médicament. Et donc là, on fait, et notamment en utilisant des modèles d'IA sur la pathologie, etc., on fait des simulations de patients ou alors de réponses patients. Donc c'est synthétique et c'est utilisé notamment comme contrôle synthétique par rapport à un patient à qui on a donné le médicament et pour lequel on voit le résultat. Donc c'est un des domaines où on utilise beaucoup de données synthétiques. D'ailleurs, ça s'appelle les synthetic control arms, hein, les armes, les bras contrôle synthétiques en essai clinique. C'est générer, simuler un patient s'il avait été traité différemment pour voir si le traitement a un effet. Ok, mais vous entraînez pas dessus, du coup, su- sur ces données synthétiques, c'est juste pour vérifier Dans le. ce cas-là, ce n'est pas pour entraîner un modèle, c'est plus que le fait de pouvoir générer ce genre de data synthétique, dans le cas des essais cliniques, ça résout un problème important qui est celui-là. Non, après, l'entraînement sur données synthétiques, on n'en fait pas trop aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on regarde quand même parce que le monde entier regarde. Bon, merci à tous pour vos questions. On a une dernière à distance de Florent qui pose aussi une question carrière, mais Florent, je te laisserai écrire à Jean-Philippe et Rémi pour la poser. Mais est-ce que vous avez également des retours sur les modèles qui ont été déployés dans les hôpitaux, cliniques, labos, qui ont été, du coup, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez déjà déployé? Du coup, je sais pas si je réponds. Enfin, bon, j'imagine qu'il m'entend. Mais je réponds pour tout le monde dans la salle. Oui, on a des retours. Le premier retour qu'on a eu, c'était un retour très négatif. Voilà. Donc là, on s'est posé plein de questions. Et finalement, après, on a réussi à comprendre pourquoi c'était un retour très négatif. Mais du coup, oui, on en a. Après, la réalité, c'est que il y a un point que j'ai mentionné dans ma présentation, hein, mais c'est que le point décisif en fait d'utilisation d'un outil médical, c'est même pas tant on est super content d'avoir les marquages européens, d'avoir tous ces labels qui nous permettent, qui sont un peu gages de qualité, mais le point décisif, en fait, c'est le remboursement par la sécurité sociale. Et donc, en fait, tant que tu n'en es pas là, il y a globalement à peu près personne qui va utiliser ton outil, sauf les gens avec qui tu fais des partenariats. Et du coup, là, quand on fait des partenariats avec les gens, on a, c'est un partenariat, donc c'est dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que oui, là, il y a énormément de suivi. Là, dès qu'on fait marcher le produit, bien souvent, on est au courant exactement de quand est-ce qu'il fonctionne, dans quelles conditions, etc. Et donc, en fait, ces partenariats, on pourrait presque assimiler ça à une espèce de développement continu, quoi, tu vois, comme en software. Voilà, tu fais un peu des tests vie réelle. Euh, voilà, j'imagine que ça répond à la question. Bon, merci à tous les deux. Merci à tout le monde d'être venu. Et Florent remercie aussi pour la réponse à la question. Je vous propose donc avant de vous proposer le cocktail, la prochaine séance est le 17 avril, pardon. Ce sera chez Dust.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dust, c'est une sorte d'assistant virtuel qui va se connecter à différents outils de l'entreprise. Donc ce sera plus LLM, outils, agents et compagnie. Donc le 17, c'est déjà sur le site, vous pouvez vous inscrire. Les places sont limitées pour le coup, tout comme c'est chez eux. Et voilà, je vous propose on se retrouve au carreau. Donc ceux qui savent guident les autres. Et je vous propose d'applaudir très fort Jean-Philippe et Rémi. Merci beaucoup.